Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Yves. Bonjour, c'est Yves. Bonjour, c'est Yves. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Yves. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je viens de penser à un truc. Bonjour, c'est Yves. Toutes ces vidéos que je vous ai mis là sont les vidéos qui viennent de passer pendant 1 an et demi. Pendant un an et demi, j'ai travaillé à essayer de vous faire quasiment une vidéo par semaine. On enlève les vacances et on enlève Noël là-dedans. Et cet été, aux alentours du 15 août, je ne sais pas si on était le 14, le 15 ou le 16, et bien cet été, on a atteint les 1000 abonnés. Alors 1000 abonnés, c'est un nom, ça change pas grand-chose pour moi, la manière dont je tourne les vidéos, je suis toujours tout seul ici chez moi à faire ces vidéos. Par contre, ça change quand même quelques petites choses, notamment au niveau de YouTube, puisqu'arrivé à 1000 abonnés, visiblement, en tout cas je le vois sur les statistiques de la chaîne, on est mieux référencé, on passe un petit peu plus souvent, il y a plus de personnes qui continuent de s'abonner. Vous voyez, le 15 ou le 16 août, on était arrivé à 1000 abonnés, là on doit être à 1077 ou 1078 abonnés. Je vais dépasser mon record qui était un peu plus de 100 abonnés dans le mois, je vois que ça continue d'augmenter. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça change d'autres choses également au niveau de YouTube, parce que là on est considéré comme une vraie chaîne. Par exemple, on a l'onglet communauté, donc je pourrais mettre des choses dans l'onglet communauté de la chaîne, chose que je pouvais pas faire avant, j'avais pas accès à cet onglet communauté. Et puis être une vraie chaîne pour YouTube, ça signifie également pouvoir devenir partenaire YouTube, c'est le premier pas pour devenir partenaire YouTube, et notamment pouvoir mettre des publicités sur les vidéos. Je vous rassure, c'est pas prévu pour le moment, même si j'en mettais, je vois pas trop l'intérêt que ça ferait si je peux gagner 10 € dans l'année, entre les publicités que ça vous impose et puis 10 € gagnés à l'année. Ça m'intéresse pas trop, mais en tout cas, il y a la possibilité de le faire, et donc là, on commence à être pris un petit peu au sérieux. Je reviendrai sur la partie monétisation dans la deuxième partie de cette vidéo. Et puis, comme on me l'a suggéré sur Twitter, 1000 abonnés, souvent, il y a une tradition, visiblement, qui est de faire une FAQ, une foire aux questions, pour répondre à vos questions, qui est dans mes premiers abonnés, mes 1000 premiers abonnés, savoir si vous avez des choses que vous souhaitez savoir. Donc alors je sais que c'est l'été, il y a encore plein de gens qui sont en vacances, donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous proposer ça, mais j'ai quand même eu quelques questions, quelques remarques et quelques questions. Et typiquement, j'ai eu 2 questions qui concernaient YouTube et la chaîne, 2 questions qui concernaient Linux ou l'informatique, et 2 questions qui concernaient la radio. Donc dans l'ensemble, on s'y retrouve plutôt bien. Je vais répondre à ces questions. Je vais profiter de cette vidéo pour répondre à ces questions. Alors la première question qui m'a été posée, en plus elle m'a été posée en tête-à-tête par une participante à une de mes formations en présentiel, qui était qu'est-ce qu'il faut pour créer une chaîne YouTube? Visiblement elle est intéressée pour créer une chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il faut pour créer une chaîne YouTube? Alors il y a besoin de 2 choses essentiellement. Ces 2 choses, elles sont assez simples. La première chose à faire, c'est tout bête, c'est tout con comme je vais le dire, mais créez-la la chaîne. Allez sur YouTube, activez votre truc et commencez à faire des vidéos. Ça paraît rien dit comme ça, c'est super important. Il faut passer le cap de je souhaiterais le faire, ça serait bien que, j'y vais, je le fais. Alors je vous rassure, les premières vidéos, elles seront pourries. Vous avez vu là dans le petit montage en début de cette vidéo, les premières vidéos, l'image est pas belle, la lumière est pas belle, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, vraiment, je trouve que c'est une catastrophe. Ça s'améliore petit à petit. C'est vraiment important, si on veut faire une chaîne, de commencer, de se lancer en ayant conscience que les premières vidéos seront pourries. Je vais donner un exemple là-dessus, un exemple que j'ai entendu dans un podcast il y a pas très longtemps. C'est aux États-Unis, il y a eu une étude qui a été faite parmi des étudiants, et notamment des étudiants à qui on a demandé de faire de la poterie. Il y a 2 groupes d'étudiants qui ont été faits, un groupe auquel on a dit, vous avez 3 mois pour faire la plus belle poterie possible. Et donc ce groupe d'étudiants-là a travaillé 3 mois pour créer, chaque étudiant, créer chacun sa poterie la plus idéale, la plus jolie. Ils avaient 3 mois pour bosser sur cette poterie. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ça a été, vous avez 3 mois pour faire 1000 poteries. Alors là, d'un côté, on va voir la qualité, et de l'autre côté, on va voir la quantité. Et le résultat qui est très surprenant à la fin, c'est que le groupe des 2 qui a fait les plus belles poteries à la fin des 3 mois, c'est le groupe qui avait à en faire 1000. Pourquoi? Parce que à en faire, on acquiert la technique, on acquiert du savoir-faire, et quand on a assez de technique et de savoir-faire, on peut commencer
à laisser s'exprimer notre cerveau, à laisser s'exprimer notre créativité. Et au final, le premier groupe, eux, n'avaient pas fait assez de poterie pour pouvoir réussir à en faire des jolies. Et ben là, ça va être pareil avec les vidéos. Faut remonter les manches et y aller et en faire. Alors de quoi on a besoin pour tourner une vidéo? Allez, un téléphone, ça suffit. On n'est vraiment pas obligé d'avoir une caméra. Là, moi, j'ai une caméra, j'ai un micro. C'est pas du tout obligatoire au début, vraiment pas. Vous pouvez faire ça avec ce que vous avez. La plupart des téléphones font de bonnes images. Ça sert à rien de se dire je suis pas en 4K. On s'en fout. C'est vraiment pas important ça. Les gens quand ils regardent vos vidéos, ils regardent pas si vous êtes en 4K ou pas en 4K. Hein. C'est pas ça qu'ils regardent. La deuxième question concernant la chaîne, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as créé ta chaîne? Alors, c'est rigolo parce que cette chaîne, elle a failli être créée en 2014. J'ai failli créer ma chaîne en 2014. D'un côté, c'est un peu dommage que je l'ai pas créé si tôt. D'un autre côté, je suis content de pas l'avoir créé aussitôt parce que je pense que j'étais pas prêt à la créer comme je l'ai créée aujourd'hui. Alors, j'ai failli la démarrer en 2014. J'avais commencé à écrire le script des premières vidéos. Et c'est à un moment donné où on m'a proposé de m'associer dans une société pour travailler sur des jeux vidéo dans le cadre de l'entreprise pour la formation, ce qui était plutôt sympa. Et au final, j'ai mis de côté la chaîne pour participer à l'aventure de cette société. Et puis ça a continué à me tourner dans la tête, hein, et donc au mois de février 2018, j'ai dit bon allez, je me lance. Il y a un point qui m'a un petit peu déclenché là-dessus, c'est que ceux qui me connaissent un petit peu savent que je donne beaucoup de formations en présentiel. Et dans mes formations en présentiel, il y a des questions qui, quel que soit le niveau de la formation, reviennent régulièrement. Et je me suis dit, il y a un manque de culture de ce côté-là. Alors peut-être que ça vaut le coup de démarrer une chaîne pour apporter ces petits éléments qui manquent. Typiquement, je vais dire deux choses toutes bêtes. Hein. Qu'est-ce que c'est que la charge moyenne? Ça c'est la question, mais alors la plupart des gens ont une idée de ce que c'est qui est complètement fausse. Donc voilà, je me suis dit que ça valait le coup qu'on regarde ça. Donc c'est pour ça que ça fait partie des premières vidéos. Dans les premières vidéos également, je parle des permissions Unix parce qu'il y a toujours un problème qui est la permission d'écriture dans un répertoire qui permet d'effacer les fichiers du répertoire, même si on n'est pas le propriétaire. Et ces deux points-là, ça me travaillait, donc du coup, voilà, je me suis lancé pour ça. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu. Et puis, comme vous avez vu cette année, je fais pas que des vidéos concernant Linux. Je fais des vidéos également concernant, par exemple, la radio. J'en reparlerai un petit peu dans la deuxième partie de cette vidéo également parce que je vais vous donner le programme de cette année. Voilà. Donc ça, c'était les deux premières questions qui concernaient YouTube. Je vous propose qu'on change d'endroit pour les questions qui concernent Linux. Hein. Allez, on va changer d'endroit. Et voilà, un petit peu changer d'endroit, c'est plus sympa. Alors, deuxième question qui m'a été posée, qui est une question qui est autour de Linux, puisque cette deuxième question concerne le shell, concerne Linux, concerne l'historique du shell. Il y a une vidéo récemment dans laquelle j'ai parlé des raccourcis du shell et notamment comment récupérer des commandes qu'on avait tapées précédemment en faisant CTRL R. Et j'ai une question qui me disait, ok, c'est bien joli, mais il est enregistré où cet historique? Puisque on peut y accéder, on peut le retrouver, ça veut dire qu'il est bien enregistré quelque part. Où est-ce qu'il est enregistré? Alors il y a deux endroits où il est enregistré. La première chose, c'est que quand on est dans notre shell, qu'on tape une commande, tout d'abord, le shell, dans sa propre mémoire, dans le processus, il va mémoriser les dernières commandes. Si jamais je me déconnecte, au moment où je vais terminer ce shell, à partir de ce moment-là, il va l'enregistrer dans un fichier. C'est le fichier qui est dans notre répertoire de connexion et qui s'appelle .bash_history. Le nom peut être différent, ça peut être .history, et en fait le nom il est configurable dans une variable d'environnement qui s'appelle histfile. Voilà, tout simplement. Donc il y a un fichier qui l'enregistre, ce fichier il est dans notre répertoire de connexion. Donc ça c'était la première question vraiment technique, hein. Une deuxième question un petit peu technique également. Je crois que c'est une deuxième question que j'ai eue sur où est-ce que je l'ai eu celle-là? Je sais plus, je crois que je l'ai eu sur LinkedIn. On me pose la question, je commence à faire des choses. Qu'est-ce qu'il vaut mieux que j'apprenne à programmer? Est-ce qu'il vaut mieux que j'apprenne à programmer le PHP ou Ruby on Rails? Alors je suis vachement embêté pour répondre à cette question parce que là on parle pas du tout de la même chose. Il y a deux choses. Donc il y a PHP et Ruby. Ce sont deux langages de programmation. Les deux sont bien. Tout dépend de ce qu'on veut faire derrière. PHP ne permet pas que de faire du web. Permet de faire plein d'autres choses également. Ruby, personnellement, je préfère Ruby, mais c'est vraiment une préférence personnelle. Je trouve qu'il y a des limitations et des problèmes intrinsèques à PHP qui sont un peu embêtants. Mais si c'est pour commencer à programmer,
Je pense que c'est pas ça le frein principal. Alors Ruby et PHP, deux langages. Personnellement, donc je préfère Ruby. Par contre, là, on parlait de Ruby on Rails. Alors Ruby on Rails, c'est quoi? C'est un framework qui va utiliser le langage Ruby. Ça veut dire que c'est tout un ensemble d'outils qui vont me permettre d'écrire des applications web en Ruby. Il existe la même chose avec PHP, je connais pas leur nom, je crois que c'est Symfony, je crois, qui existe en PHP, qui est un framework qui permet d'écrire des programmes. Donc là, ça va un petit peu plus loin. C'est pas juste comparer deux langages ensemble, c'est comparer un langage et un framework. Alors, si tu veux commencer à développer des sites web, c'est mieux de partir sur un framework. Il y a des choses qui vont être pré-mâchées, mais surtout, il y a tout plein de mécanismes qui vont être mis en place qui évitent un certain nombre d'erreurs de débutants. Donc voilà, je préférerais moi partir sur un framework, en plus ça va plus vite pour écrire, plutôt que partir sur du PHP. Maintenant, il y a des frameworks en PHP comme Symfony qui peuvent tout à fait aller. Et ça, c'était les deux questions qui concernent Linux. J'ai deux questions au niveau de la radio. Alors en fait, j'ai trois questions en fait, mais il y en a deux qui se ressemblent un petit peu. Il y a une question qui était de comment tu fais en plein Paris, dans un appartement, dans une rue passante, devant une rue passante, pour avoir des antennes. Première question. Puis deuxième question où c'est Atprog qui est l'auteur de The Sharp qui a malicieusement posé la question: comment est-ce que tu fais pour le bruit de fond qu'il y a dans Paris en HF, tout en connaissant la réponse, hein. Donc je vais répondre à ces deux questions ensemble. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple, hein. J'ai la chance d'avoir un petit balcon. Alors les balcons parisiens, c'est-à-dire ils sont larges comme ça. En gros, ils sont assez larges, juste assez larges pour mettre des volets. Voilà, là, sur cela, sur la rambarde, j'ai mis une ou deux antennes magnétiques parce que je peux pas tellement faire autrement. Le problème, c'est qu'en plus, je suis au pied de Montmartre. Donc il y a une belle colline devant moi qui me bloque bien le passage d'un côté, puis de l'autre côté, il y a tout le pâté de maison. Donc c'est pas terrible. Franchement, c'est vraiment pas terrible. Je fais avec. Voilà, je fais avec. Donc c'est pas... On pourrait largement faire mieux, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et maintenant pour la HF, déjà je peux pas mettre de grandes antennes, hein, faut que les antennes soient relativement petites. Et du coup, oui, Youssef, hein, j'ai monté une première antenne boucle magnétique, mais pour le moment j'ai juste fait la boucle magnétique avec du câble coaxial. J'ai pas encore fait la boucle magnétique avec du cuivre. Je compte le faire. C'est juste que je fais 10 000 choses à la fois comme d'habitude, et donc du coup il me faut un peu de temps. Mais l'antenne boucle magnétique apporte énormément en termes pour faire baisser le bruit de fond. C'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Voilà, ça c'est pour la première question qui concerne la radio. La deuxième question m'a été posée par Romain sur Twitter, et sa question, pas facile d'y répondre non plus. Romain disait: moi j'ai découvert le monde de la radio avec une clé RTL que j'ai branchée sur un Raspberry Pi pour pouvoir recevoir le positionnement des avions. Et puis du coup j'ai découvert plein de petits trucs avec ça. Quel est l'intérêt de partir sur un AirSpy? Alors, pour le moment, si on cherche pas la performance, aucun. Voilà, pour le moment en tout cas, si c'est pour écouter les avions, aucun intérêt pour le moment à passer sur du AirSpy. Maintenant, à partir du moment où on va commencer à faire des choses un petit peu plus fines, où on va vouloir une meilleure dynamique de réception, où on va vouloir recevoir des fréquences qui sont pas possibles d'être reçues par la clé RTL, là le AirSpy pourrait être intéressant. Alors attention, quand on parle du AirSpy, il y a plein de modèles de AirSpy, il y a plusieurs modèles. Je pense aujourd'hui, moi, qu'il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est le tout nouveau, ce qui s'appelle le AirSpy Discovery. Voilà, c'est celui-là, hein, le AirSpy Discovery. Et alors, ce AirSpy Discovery, il a l'énorme avantage, il a été conçu pour pouvoir recevoir des fréquences HF, hein, c'est-à-dire les fréquences en dessous de 30 MHz, qui sont des fréquences qui vont très très loin. Si vous avez vu ma vidéo, je mettrai un lien vers le tweet que j'ai fait, où j'étais chez un copain, et puis je voulais montrer un petit peu donc justement le fonctionnement du AirSpy Discovery, mais j'étais venu juste avec ça. Voilà, tout ce que j'avais avec moi. Le problème, c'est qu'il faut au moins un adaptateur pour brancher là. Donc on a cherché dans une boîte de couture, on a trouvé une aiguille qu'on a mis là, on a trouvé une grande rallonge électrique, et puis avec ça, on a pu recevoir des radios qui venaient de Chine, par exemple.
Ça fonctionne bien quand on est à la campagne, un grand fil comme ça. Quand on est en pleine ville, ouais, il faut d'autres types d'antennes comme une boucle magnétique. Alors voilà pour ces petites questions qui m'ont été posées. Et je vais finir en vous donnant des nouvelles de la chaîne, parce que la chaîne va un petit peu évoluer là dès la rentrée. Alors je suis carrément à la bourre pour tourner mes vidéos, donc j'espère que je vais pas sauter le début, ce sera un petit peu dommage. Mais je me suis préparé un planning. Déjà, je me suis préparé un planning avec une vidéo par semaine. Et contrairement au début de cette année d'ailleurs, pas de l'année dernière, de cette année, je vais faire une vidéo par semaine. Donc je ferai qu'une vidéo par semaine et je vais alterner une vidéo Linux, informatique, etc. Une vidéo sur la radio, la technique, ce genre de choses-là. Voilà, on va alterner, on va passer de l'une à l'autre. C'est plus simple pour moi, ça me laisse plus de temps et surtout ça me permet de mieux travailler mes sujets de vidéo parce que ça me laisse un petit peu de marge entre ces différentes vidéos là. Donc déjà voilà, il y aura plus, ce sera un petit peu plus varié. Alors ma vidéo sur la Lune a été particulièrement bien accueillie, j'ai beaucoup de retours de ce côté-là, ce qui est plutôt cool. Donc vous inquiétez pas, la suite arrive, l'épisode 2 arrive. Je l'ai pas encore écrit à proprement parler, mais j'ai fait le plan, j'ai toutes les informations que je vais avoir qui sont notées, qui sont enregistrées. Donc ça voilà, je veux dire j'ai plus qu'à l'écrire. C'est un gros boulot parce qu'après il faudrait également la monter et trouver des images. Mais cette idée-là de faire des petits historiques, je vais le reprendre dans le côté informatique et je vais faire des portraits de personnages que je trouve en tout cas moi célèbres et que je trouve en tout cas moi intéressants à explorer. Et une des prochaines vidéos de la chaîne, donc ça va être sur une de ces personnes-là, ça va notamment être sur Ken Thompson. Voilà, j'en dis pas plus, voilà. Je spoil un petit peu, mais j'en dis pas plus. Donc voilà, différents formats que je vais explorer qui je pense seront peut-être plus intéressants pour un plus grand nombre que des formats purement techniques. Je continue les formats purement techniques, je continue les tutoriels, SSH ça va continuer, je compte faire des trucs sur PAM, donc ça c'est pas fini. Voilà. Et puis le dernier point qui va être la communauté. Donc vous êtes 1000 à vous être abonnés à la chaîne. Vous êtes 1000 à vous être abonnés à la chaîne, ça pourrait être bien, puisque vu que vous vous intéressez à ce que je fais, donc vous avez des intérêts communs, que vous puissiez également discuter entre vous. Donc j'ai choisi de démarrer un petit serveur Discord. Je mettrai le lien dans la description, comme tout plein d'autres choses. Il va y en avoir des choses dans la description cette semaine. Je vous invite à y aller, à pas faire le cirque dessus, hein, parce que sinon vous allez vous faire ban. Mais venez sur le serveur Discord, venez discuter. J'ai fait un canal pour la radio, un canal pour Linux, puis un canal général pour discuter d'autres choses. N'hésitez pas à venir pour qu'on puisse discuter entre nous de tout ça, débriefer certains exercices, répondre à des questions, bref, faire un petit peu vivre cette communauté. Vous êtes là, vous êtes plein, vous êtes chacun de votre côté, ça serait bien si on pouvait vous regrouper ensemble, voilà. Et puis maintenant que vous êtes un petit peu nombreux, je me dis que ça vaut le coup peut-être de commencer à vous proposer de participer. Si la vidéo vous intéresse, que vous puissiez participer. Donc je vais ouvrir, c'est pas encore fait, c'est en cours de préparation, je vais ouvrir Tipeee, Utip, Patreon pour ceux qui veulent, ceux qui sont déjà sur une de ces plateformes qui puissent l'utiliser, pour que vous puissiez participer, si vous le souhaitez, au financement de la chaîne, parce que ça prend beaucoup de temps, et ça prend pas mal d'argent également, notamment en termes de matériel. Donc voilà, si vous voulez participer, ça sera possible. Je n'exclus pas de mettre des publicités à la fin de mes vidéos, quand il y aura plus de monde, parce que là aujourd'hui ça n'a aucun intérêt, mais quand il y aura plus de monde, je veux clairement pas vous imposer des vidéos en pré-roll avant les vidéos, pardon, je veux pas vous imposer des publicités avant les vidéos. Moi ça me saoule les pubs, hein, donc je préfère pas vous les imposer. S'il y en a qui souhaitent les avoir, vous pourrez les regarder à la fin de la vidéo pour financer la chaîne, pour participer au financement de la chaîne, mais il n'y a rien d'obligatoire, et ça c'est pas tout de suite, hein, je pense que c'est pas encore avant au moins plusieurs mois, voire un an. Par contre Patreon, Tipeee et Utip, ça je vais essayer de faire ça rapidement avant la fin de l'année. Voilà. Bon ça fait une vidéo qui est particulièrement longue, j'ai été très bavard. Du coup je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les geeks.